Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Théolis, c'est Vincent Lequen qui vous parle et qui va vous présenter la 39e édition de notre émission Le Monde tel qu'il est, émission hebdomadaire qui se consacre à toutes les problématiques de la géopolitique, de l'histoire, de la géographie, de l'économie et j'en passe. Aujourd'hui, après avoir consacré pas mal de numéros à la situation du monde, bien sûr, c'est l'objet de notre émission, mais en se concentrant plutôt sur les conséquences dernièrement de l'élection de Donald Trump, ma foi, il était aussi intéressant d'évoquer l'avenir de l'Afrique, rien que cela. En particulier, d'ailleurs, à la suite de l'apparition d'un ouvrage qui a semblé à beaucoup très intéressant de l'économiste Kako Nobukko, si je le prononce correctement, ma foi, et qui donc a fait l'objet d'ailleurs d'un article très intéressant dans la revue Telos, la revue française, le think tank français. Voilà. Alors c'est parti pour cette émission consacrée à l'avenir de l'Afrique. Et c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure en introduction. Donc, dans un monde qui est actuellement obsédé par la rivalité sino-américaine qui nous vaut toutes ces pérégrinations récentes autour de Donald Trump, de l'augmentation des tarifs douaniers, etc. Ma foi, donc, c'est un peu l'obsession de la géopolitique actuelle. Les tensions qu'on connaît en Europe, ma foi, l'Afrique pourrait bien être le véritable acteur de demain, avec celui qui aurait un avenir le plus intéressant et qui pourrait bouleverser l'échiquier géopolitique mondial. On a déjà consacré plusieurs émissions à l'Afrique, évidemment, mais voilà, aujourd'hui, c'est peut-être plus intéressant d'évoquer l'avenir au travers de ce qu'a pu évoquer M. Nobukko dans son ouvrage. Donc on va essayer d'explorer comment le continent africain, fort de sa jeunesse et de ses ressources, ses deux plus grandes comment dirais-je, force à l'heure qu'il est. Donc comment l'Afrique est à la croisée des chemins entre les défis structurels, hérités pour beaucoup du colonialisme, et les opportunités d'un nouveau paradigme économique et politique. Plus qu'une simple analyse des obstacles, comme on peut le faire habituellement quand on parle de l'Afrique, il m'a semblé plutôt intéressant d'examiner les voies de ce que pourrait être la souveraineté africaine à travers le prisme d'un expert engagé comme peut l'être cet économiste togolais. Alors, première partie donc, de cette petite exposé concernant le réveil du géant démographique. La démographie africaine, on l'a déjà évoqué dans certaines émissions du Monde tel qu'il est, représente l'un des plus grands bouleversements mondiaux de notre siècle. Les chiffres d'ailleurs parlent d'eux-mêmes et parfois défient l'imagination. En 2030, un jeune sur deux rejoignant la force de travail mondiale sera africain. Un jeune sur deux, je répète, rejoignant la force de travail mondiale sera africain. Cette réalité transformera évidemment radicalement l'équilibre des âges et des forces productives sur l'ensemble de la planète. L'évolution historique est tout aussi saisissante par ailleurs. La population africaine, qui comptait 250 millions d'habitants en 1950, soit la moitié de la population européenne actuelle, atteint aujourd'hui 1,5 milliard, le double de l'Europe, et culminera à environ 3 milliards vers 2070. C'est une croissance qu'on qualifie d'exponentielle, qui doit être qualifiée d'exponentielle. Et c'est à la fois une force évidemment potentielle, mais un défi colossal, évidemment. Plus spécifiquement, la population infantile africaine devrait d'ailleurs augmenter de 170 millions d'ici 2030. Ça fait beaucoup de chiffres, je suis désolé, mais ils sont parlants. Et portant donc le nombre des moins de 18 ans du continent à 750 millions. Cette métamorphose démographique nécessitera évidemment des investissements massifs, notamment dans les secteurs de l'éducation,
et de la santé, où plus de 11 millions de nouveaux professionnels qualifiés devront être formés au cours de la prochaine décennie. Dans cette perspective, le boom démographique africain constitue ce que les experts qualifient d'arme à double tranchant. On vient de le dire. D'un côté, cette jeunesse représente un immense potentiel de créativité, et beaucoup de pays voudraient avoir ce potentiel de créativité, d'innovation et de production. De l'autre, sans les structures économiques et sociales adéquates, elle pourrait exacerber des tensions déjà existantes et des déséquilibres régionaux. Si le narratif dominant a longtemps célébré l'émergence économique africaine, il est vrai que ça fait un long moment qu'on parle de pays en développement, sans changer de statut, la réalité est en fait beaucoup plus nuancée. La croissance, par exemple, économique observée ces dernières décennies s'avère en grande partie superficielle, voire inégalement répartie. Comme le souligne d'ailleurs Kako Nobuko, je cite, « Sur les 6 premières économies africaines, il y en a 3 qui dépendent exclusivement du pétrole. Donc quand on parle de croissance africaine, on parle en fait des cours du pétrole, plus globalement d'une matière première. » Ce constat révèle l'une des principales failles du modèle économique africain actuel, sa dépendance excessive aux exportations de matières premières non transformées. Cette extraversion économique maintient le continent dans une position de vulnérabilité face aux fluctuations des marchés mondiaux, du marché des matières premières, et ne génère que peu d'emplois qualifiés sur place, puisqu'il suffit il n'y a pas de transformation de ces matières premières sur place, donc il suffit de les récolter, c'est la seule action à réaliser. Enfin, en tout cas, c'est ça que ça veut signifier. Les données économiques confirment cette situation assez préoccupante, puisque le PIB par habitant africain, qui représentait environ la moitié de la moyenne mondiale en 1960, n'en constitue plus qu'un quart aujourd'hui. Plus frappant encore, alors que l'Afrique était à parité avec les pays émergents d'Asie de l'Est à cette même époque, le PIB par habitant de ces derniers est désormais 7 fois supérieur. Donc dans la même période, les pays d'Asie de l'Est ont réussi à développer leur économie, bien sûr, mais en faisant profiter leur population. L'Afrique reste également largement à l'écart des flux d'investissements internationaux, n'attirant que 1% du capital privé mondial. Cette marginalisation économique s'explique en partie par des obstacles structurels persistants, mais aussi par une vision du développement qui n'a pas suffisamment valorisé les ressources et les marchés intérieurs du continent. C'est pour ça qu'il est temps de repenser le développement africain, car face à ces défis, une nouvelle approche du développement africain s'impose. Et notre économiste togolais propose un changement radical de paradigme. Je cite, « que l'Afrique construise et impose sa propre vision du monde, un modèle de société souveraine, sa propre stratégie de développement et rompe avec un mélange de paternalisme politique, de solidarité minimale et de prédation traditionnelle des ressources. » Cette vision, qui est alternative en Afrique, repose sur plusieurs piliers fondamentaux. D'abord, elle préconise une réorientation des économies africaines vers les besoins locaux et les marchés intérieurs, plutôt que s'obséder vers les exportations exclusivement de matières premières. Elle suggère, cette vision, également l'adoption de mesures protectionnistes ciblées, à l'image de celles mises en place par l'Ouganda et le Ghana pour leurs céréales, pour les marchés, pour leurs exportations, pour leur production de céréales, afin de protéger les industries naissantes et l'agriculture locale. Dans le domaine agricole, Nobuko prône l'émergence d'une révolution doublement verte, je cite, qui viserait à promouvoir, je cite également, des agricultures aussi productives que celles issues de la révolution verte.
Mais il s'agit d'agriculture dont les techniques sont accessibles aux producteurs pauvres et n'endommagent pas l'environnement, voire participent à l'améliorer. Cette approche permettrait d'accroître, selon lui, la productivité tout en préservant l'environnement et en maintenant un niveau d'emploi élevé dans les zones rurales. Au-delà de ces aspects, il y a également la question la question monétaire et puis la souveraineté qui va avec. L'un des symboles les plus controversés de la dépendance économique africaine reste le fameux franc CFA. On a déjà évoqué ce problématique dans l'émission. Cette monnaie, qui est donc héritée de l'ère coloniale française, est toujours utilisée dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Le Kako Nobuko, lui, est depuis longtemps un critique virulent de ce système monétaire qu'il qualifie de verrou qui empêche l'Afrique francophone de mûrir, je cite. Dans ses analyses, chacun a un avis sur la question. Le monde tel qu'il est, lui, ne fait que analyser des problématiques et n'est pas dans l'opinion. Donc chacun peut se faire des opinions à partir de nos analyses. Donc dans ces analyses, l'économiste souligne 4 critiques fondamentales à l'encontre du franc CFA, notamment la faiblesse des échanges intracommunautaires, car comme nous produisons, je cite, les mêmes produits, nous échangeons très peu entre nous. Cette monnaie, dont les billets sont encore imprimés en France, est perçue par une partie croissante de la population et des dirigeants africains comme un anachronisme limitant la souveraineté économique du continent. Cette question monétaire s'inscrit dans un mouvement plus large de remise en question des relations entre l'Afrique et ses partenaires traditionnels, au premier rang desquels, en tout cas en matière de contestation de la France. On observe ainsi une évolution des rapports de force géopolitiques avec de nouvelles alliances et la présence croissante d'acteurs comme la Chine et la Russie sur le continent. Ceci a déjà fait l'objet de plusieurs numéros du monde tel qu'il est. On a parlé de la Chine, de la Russie, de l'évolution, de la participation, des investissements de ces pays. En Afrique, on a également consacré un numéro, jeu de mémoire, à ce que fait la Turquie en Afrique. Alors, on revient à la jeunesse africaine, au cœur de ces transformations, qui se trouve au cœur de ces transformations et qui doit être le véritable moteur du changement. Contrairement aux perceptions répandues qui la considèrent comme un problème, cette jeunesse africaine, elle représente, je cite, un formidable levier du changement qui accompagne les dynamiques à venir, à condition qu'elle soit bien formée, bien éduquée, bien orientée et surtout bien écoutée par les décideurs du moment. Alors évidemment, tout le monde peut être d'accord avec ça, et ça s'applique d'ailleurs pas uniquement à la jeunesse africaine, mais à toutes les jeunesses du monde qui ne sont pas toutes bien formées, pas toutes bien éduquées, pas toutes bien orientées, et pas toujours écoutées plus qu'ailleurs. C'est mon petit commentaire. Des initiatives comme le programme YAKAR, Y2AK2AR 2030, donc YAKAR 2030, au Sénégal, avec un investissement de 12 milliards de francs CFA, illustre donc ce programme, il illustre bien cette volonté de miser sur la jeunesse pour transformer l'avenir du continent. Ces projets, comme celui-là, visent à développer l'entrepreneuriat, à créer des opportunités locales pour les jeunes talents africains. L'initiative Notre Futur Dialogue Afrique-Europe s'inscrit également dans cette dynamique en cherchant à poursuivre le dialogue et bâtir des fondations nouvelles pour les relations entre l'Afrique et l'Europe. À mon avis, c'est tout à fait de ce type de projet qu'il faut promouvoir. Ce serait complètement stupide pour l'Afrique de se détourner de l'Europe ou d'autres places mondiales pour participer à son développement. Et donc c'est bien ce type de plateforme qui permet aux jeunes Africains d'exprimer leur vision pour leur continent et de participer activement à la définition de son futur. L'une des idées maîtresses qui émerge d'ailleurs de ces analyses, c'est que l'Afrique doit développer ses propres solutions aux défis qu'elle rencontre. Au motif qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même et que dès lors qu'on est acteur,
et intéressé, j'allais dire, on est plus efficace. Par exemple, dans le domaine industriel, plutôt que de chercher à reproduire les modèles asiatiques d'industrialisation, le continent pourrait inventer de nouvelles approches mieux adaptées à ces réalités. Kako Nobuko, qui prône donc ces analyses, souligne ainsi que la chance de l'Afrique, c'est au contraire de pouvoir bâtir des trajectoires incluant dès le départ un nouveau rapport à la nature et au vivant, je cite, sans passer par les étapes qui nous ont conduits aux crises écologiques que nous connaissons actuellement. Cette vision suggère que l'Afrique, cette vision donc de Nobuko, suggère que l'Afrique pourrait éviter certaines erreurs commises par les pays industrialisés et emprunter des voies de développement plus durables. Il faut sans doute lire l'ouvrage complètement pour avoir peut-être un peu plus d'idées concrètes sur ce que ça sous-tend. Voilà, donc on en vient déjà à la conclusion de cet épisode. L'avenir de l'Afrique se joue maintenant. Alors c'est une phrase aussi qu'on a déjà entendue. Donc maintenant, plus que jamais, mais il est grand temps de s'y mettre, comme dirait l'autre. Face à la transition démographique majeure qu'on vient de décrire et qui s'annonce, le continent se trouve à un carrefour décisif. Les structures politiques et économiques actuelles, largement héritées de la période coloniale et perpétuées par des décennies d'extraversion économique, semblent inadaptées pour répondre aux défis du XXIe siècle. Il faut que l'Afrique change, comme on peut dire la même chose d'autres continents d'ailleurs. La vision proposée par des penseurs comme l'est M. Nobuko offre une alternative prometteuse. Elle invite à repenser fondamentalement le modèle de développement africain en privilégiant les marchés intérieurs, la transformation locale des ressources et une approche plus équilibrée des relations internationales. Pour que l'Afrique puisse réellement construire son propre avenir, il faudrait cependant que cette vision se traduise par des politiques concrètes et des transformations structurelles profondes. Le continent, il a toutes les ressources, et ça, j'allais dire, c'est une base très très importante. On parle de ressources humaines, on l'a évoqué, de ressources naturelles, mais aussi, on ne l'a pas évoqué jusqu'ici, mais c'est à signaler, de ressources culturelles fortes, pour devenir, et tout ça lui permettra de devenir un acteur majeur dès ce siècle. Reste à savoir si les dirigeants des pays et si les partenaires internationaux sauront ensemble créer les conditions permettant à ce potentiel de s'exprimer pleinement. Et comme le résume parfaitement la pensée de M. Nobuko, l'Afrique, je cite, « l'Afrique jouera d'autant mieux le rôle mondial que justifie sa taille et sa démographie, qu'elle se sera de penser principalement par rapport à son extérieur. » L'heure est venue, donc, on a bien compris, de cette analyse proposée par Nobuko, l'heure est venue pour que le continent trace sa propre voie. Voilà des propos que j'imagine tout le monde partage. Ça serait tout à fait logique. Que néanmoins on a déjà entendu, me semble-t-il, et qu'il fait bon de réentendre. Ceci étant dit, il faut cette fois, on l'a compris, c'est le moment, c'est décisif, passer à l'action. Voilà ce qu'on pouvait dire sur, et on remercie M. Nobuko de son ouvrage, de la publication de son ouvrage, pour nous permettre de réfléchir et de partager sa pensée. Tout le monde ne sera pas forcément d'accord, ou il y a des points d'accord et des points de divergence. Peu importe, l'important c'est de pouvoir exprimer cette pensée et ses contraires. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette 39e édition du Monde tel qu'il est. L'Afrique et son avenir, comme je l'ai déjà dit, on en a déjà parlé dans d'autres émissions précédentes, et à coup sûr, on en reparlera dans des éditions suivantes dans les prochaines semaines et les prochains mois. Voilà, j'espère que cette édition vous aura convenu et que vous aurez plaisir à revenir dès la semaine prochaine pour la 40e édition du Monde tel qu'il est.
D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine, une bonne soirée. C'était Vincent Lequen sur Radio Tolis. À très bientôt.